Bienvenue à la séance d'information aujourd'hui sur le parcours de l'étudiant étranger vers la résidence permanente au Canada. Je m'appelle Alexandra et je travaille comme conseillère aux étudiants internationaux à l'Université d'Ottawa. Je suis aussi consultante réglementée en immigration canadienne. Je suis ici avec un partenaire aujourd'hui et je vais lui laisser se présenter et lui donner la parole, justement. Enfin, merci Alexandra. Alors, mon nom est Michael Frenette, je suis un agent de promotion avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, donc le gouvernement fédéral. Et comme Alexandra l'a mentionné dans l'introduction, aujourd'hui, nous allons parler du parcours de l'étudiant étranger vers la résidence permanente. Alors, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, je vais les couvrir à l'ordre du jour, mais avant, juste pour laisser savoir quelques notes. Donc, premièrement, les caméras vont être fermées tout au cours de la présentation, tout simplement pour s'assurer une belle expérience pour tous. Même chose en ce qui concerne les microphones. Et à la fin de la séance, donc, il y aura une période de questions et de réponses où vous aurez l'opportunité de poser des questions dans la boîte clavardage, donc la boîte chat qui est disponible. Je demanderai de retenir vos questions pour la fin, car la plupart de vos questions seront répondues lors de la présentation. Comme Alexandra l'a mentionné, la présentation d'aujourd'hui sera enregistrée et partagée par la suite, donc vous aurez accès. Pour ceux et celles d'entre vous qui regardent la formation à une date future, il est important de se rappeler que nos politiques et nos programmes peuvent changer et quand même assez fréquemment, spécialement maintenant durant la pandémie. Donc, c'est important pour vous d'utiliser la présentation d'aujourd'hui et l'enregistrement comme un outil de référence, mais toujours de vous référer vers le site Internet afin de s'assurer d'avoir l'information à jour. Donc, encore une fois, pour assurer une bonne expérience pour tous, je vais tout simplement fermer ma caméra pour la présentation d'aujourd'hui et on va débuter. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va discuter? On va parler du travail au Canada pendant les études et après l'obtention de votre diplôme, brièvement toucher sur les impacts de la pandémie. On va parler des quelques concepts importants en ce qui concerne la matière d'immigration, des parcours vers la résidence permanente et comme je l'ai mentionné, on va terminer avec une session de questions et de réponses. Donc, première chose, comme étudiant étranger ici au Canada, une chose importante, c'est toujours de s'assurer d'avoir un statut valide au Canada. Donc, c'est important de s'assurer que votre permis d'études reste valide tout au long de votre séjour. Pour certains d'entre vous, cela va vouloir dire que vous allez devoir prolonger votre permis d'études. Donc, peut-être qu'il y a eu un changement de programme ou des choses de la sorte qui ont nécessité une prolongation. Idéalement, on vous demande de prolonger le permis de 3-4 mois à l'avance, et ça pour vous donner suffisamment le temps de traiter la demande. Ceci étant dit, dans certains cas, si vous faites une demande de renouvellement et que votre permis d'études arrive à échéance, donc expire, avant qu'une décision soit prise, si la demande a été placée avant la date d'expiration de votre permis, vous avez ce qu'on appelle le statut conservé, ce qui veut dire que vous pouvez légalement demeurer au Canada et continuer à étudier selon les mêmes conditions que votre permis expiré. Donc, encore une fois, pour ceci, vous devez soumettre une demande avant la date d'expiration de votre permis d'études. Donc, maintenant, parlons de travailler au Canada pendant les études et après l'obtention du diplôme. Donc, bien entendu, pour vous, les étudiants, l'objectif principal est de compléter vos études avec succès. Ceci étant dit, plusieurs d'entre vous ont la capacité de travailler et plusieurs d'entre vous ont la possibilité de le faire. Donc, première chose, il y a le travail sur le campus et le travail hors campus. Donc, dans les deux cas, votre permis d'études doit spécifier que vous êtes autorisé à travailler hors campus et sur le campus. Si la condition n'y apparaît pas, à ce moment-là, vous n'êtes pas autorisé à le faire. Dans les deux cas, vous devez avoir débuté les études et être étudiant à temps plein. Donc, ça, c'est les deux conditions. En ce qui concerne le travail sur le campus, au point de vue d'IRCC, donc du gouvernement fédéral, il n'y a aucun maximum d'heures. Donc, il n'y a pas de réglementation. Ceci étant dit, la plupart des universités et des collèges vont le réglementer. Donc, je vous invite à vérifier avec l'Université d'Ottawa dans ce cas-ci. Pour le travail hors campus, il y a un maximum. Donc, le maximum est réglé à 20 heures semaine lors de la session académique et il n'y a pas de maximum. Donc, vous pouvez travailler à temps plein lors des congés autorisés au calendrier. Qu'est-ce qu'on attend par les congés autorisés au calendrier? Donc, la semaine du congé du mois de mars, les vacances d'été, la semaine de relâche au mois de novembre et les vacances de la période de Noël. Donc, ça, c'est des congés qui sont autorisés au calendrier par votre institution, donc dans ce cas-ci, l'Université d'Ottawa, et ça vous permet de travailler à temps plein.
Durant la session académique, 20 heures semaine, et c'est une limite fixe. Donc, on entend souvent des scénarios. J'ai travaillé 15 heures la semaine dernière. Est-ce que je peux travailler 25 heures cette semaine? Non, c'est vraiment 20 heures semaine. Il n'y a aucune formule qui va vous permettre de dépasser le 20 heures semaine. Puis, on va voir plus tard dans la présentation que dépasser le 20 heures peut avoir des conséquences assez sérieuses. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans un programme stagiaire ou un programme coop. Donc, première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous devez avoir un deuxième permis. Donc, vous avez votre permis d'études et vous avez aussi un permis de travail stagiaire ou coop. Ce permis-là vous permet d'entreprendre un travail qui est relié à votre programme d'études et la composante travail ne doit pas dépasser 50% de votre programme d'études. Donc, si vous êtes dans un programme de la sorte et que vous n'avez pas fait la demande pour le permis de travail coop, je vous invite à le faire le plus rapidement possible afin d'éviter tout problème dans le futur. Donc maintenant, si on se projette vers l'avenir, donc après l'obtention de votre collation des diplômes. Donc, qu'est-ce que nous, on entend par la fin du programme d'études? C'est vraiment le moment où vous allez recevoir la lettre ou le courriel de l'Université d'Ottawa qui confirme que vous avez complété le programme d'études. Donc, ce n'est pas la journée où vous allez sur l'estrade chercher votre diplôme. C'est vraiment lorsque vous recevez la lettre ou le courriel. À ce moment-là, il y a quelques options qui s'offrent à vous. Donc, aussitôt que vous recevez cette lettre, vous n'êtes immédiatement plus un étudiant. Donc, vous devez cesser le travail immédiatement. Si votre option est de quitter le Canada, vous devez le faire dans les 90 jours, même si votre permis d'études est encore valide. Donc, en d'autres mots, vous devez le faire avant la date d'expiration de votre permis d'études ou dans les 90 jours, peu importe la date qui arrive en premier. L'autre option que la plupart d'entre vous vont choisir, c'est de rester au Canada. Bien entendu, si vous voulez rester au Canada et poursuivre vos études à un cycle supérieur, vous devez faire une demande à un collège ou à une université et une fois approuvé, vous allez pouvoir faire une demande pour un nouveau permis d'études. Si vous n'êtes pas certain de votre statut, mais que vous voulez demeurer au Canada, vous pouvez changer votre statut comme visiteur. Mais la plupart d'entre vous vont faire une demande de permis de travail, ce qui va vous permettre de continuer à travailler au Canada. Et le permis de travail, dont la plupart d'entre vous vont être admissibles, s'appelle un permis de travail post-diplôme. Donc, premièrement, c'est un permis de travail ouvert, ce qui veut dire qu'à moins qu'il y ait des conditions, des restrictions sur le permis, dans la majorité des cas, vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur, dans n'importe quel type d'emploi au Canada. Le but de ce permis de travail post-diplôme est vraiment de vous aider à acquérir de l'expérience de travail professionnel au Canada qui va ultimement supporter votre demande de résidence permanente. Il est non renouvelable et donc disponible une seule fois dans votre vie. Donc, si vous recevez un permis suite à votre graduation, si vous retournez aux études dans 5-10 ans, vous n'êtes pas admissible à un deuxième permis. La durée du permis va être basée sur votre programme d'études. Donc, pour tout programme de moins de 8 mois, vous êtes non admissible. Pour tout programme qui est entre 8 mois et 2 ans, vous allez recevoir un permis pour la même durée que le programme. Donc, si vous êtes dans un programme de 1 an, vous allez recevoir un permis de 1 an. Donc, au niveau universitaire, la plupart d'entre vous, vous êtes dans un programme de 2 ans et plus, ce qui veut dire que vous allez recevoir le maximum, c'est un permis post-diplôme de 3 ans. Les conditions, quand même assez faciles à rencontrer. La majorité des étudiants internationaux vont rencontrer les conditions. Premièrement, vous devez avoir réussi le programme et avoir étudié à temps plein dans un établissement d'enseignement désigné. Donc, l'Université d'Ottawa est un enseignement désigné. Vous ne devez pas avoir pris de congés d'études non prévus ou non autorisés. Donc, j'ai déjà mentionné plus tôt, les congés d'été, de Noël, les semaines de relâche sont des congés prévus et autorisés au calendrier. Mais un congé non autorisé, c'est vraiment vous qui décidez de prendre un semestre de congé pour aucune raison valable. Donc, ce n'est pas une raison de maladie ou ainsi de suite. Vous ne devez pas dépasser le nombre d'heures autorisées à travailler hors campus. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, on parle de 20 heures semaine et c'est vraiment important parce que de dépasser ces 20 heures semaine-là peut ultimement mener à un refus de votre permis de travail post-diplôme. Et vous devez présenter votre demande dans les 180 jours suivant la réception de la lettre de confirmation de l'obtention de votre diplôme. Donc, 180 jours, on parle approximativement de 6 mois. Donc, maintenant, il y a vraiment 2 scénarios qui se posent à vous. Donc, disons, dans un scénario, vous vous levez le matin, vous recevez le courriel de l'Université d'Ottawa qui dit que vous avez complété votre programme d'études. Immédiatement, vous n'êtes plus un étudiant, donc vous devez cesser le travail.
Si votre plan est de faire une demande de permis de travail post-diplôme, vous pouvez le faire immédiatement et immédiatement recommencer à travailler. Et si la demande a été faite pendant que votre permis d'études était toujours valide, vous pouvez travailler à temps plein immédiatement. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi. C'est vraiment une transition là, sans problème. Et comme j'ai mentionné, vous pouvez travailler à temps plein tout au long du temps que nous traitons votre demande. Dans le deuxième scénario, donc, vous vous levez le matin, vous vérifiez vos courriels, vous avez reçu la lettre de l'université qui confirme que vous avez complété le programme, vous n'êtes plus un étudiant, vous cessez de travailler. À ce moment-là, vous n'êtes pas certain si vous voulez faire la demande immédiatement. Comme je l'ai mentionné, vous avez jusqu'à 180 jours pour faire la demande. La demande peut être faite à partir du Canada ou de l'extérieur du Canada. Mais la grande différence, c'est si vous attendez après que votre permis d'études expire, et rappelez-vous bien, comme je l'ai mentionné, il va expirer à la date d'expiration ou 90 jours après la fin de vos études, peu importe la date qui va arriver en premier. À ce moment-là, vous devez attendre afin qu'on rende une réponse avant de débuter le travail. Donc, en gros, si on applique lorsque le permis d'études est valide, on peut travailler à temps plein pendant que l'IRCC traite la demande. Si on attend après que le permis d'études est expiré, vous devez attendre qu'une décision soit rendue avant de débuter le travail. Donc, la décision vous revient là, à ce cas-là. Encore une fois, on se projette loin dans le futur. Donc, quand votre permis de travail post-diplôme arrive à échéance, quelles sont les options pour vous? Donc, vous n'êtes pas obligé de quitter le Canada. Il y a plusieurs options. Vous pouvez rester au Canada comme résident temporaire. Encore une fois, l'option de changer votre statut comme visiteur, de demander un nouveau permis d'études ou d'acquérir plus d'expérience de travail grâce à un différent type de permis de travail. Et il y a deux programmes le principal, le programme des travailleurs étrangers temporaires et le programme de mobilité internationale. Mais beaucoup d'entre vous vont se pencher vers la résidence permanente. Vous n'avez pas besoin d'attendre que votre permis de travail post-diplôme arrive à échéance. Vous pouvez faire une demande aussitôt que vous êtes admissible. Aujourd'hui, on va couvrir le programme fédéral via l'entrée express. Donc, c'est ça qu'on va réviser en détail. Mais je veux que vous sachiez qu'il y a plusieurs autres programmes fédéraux d'immigration qui sont disponibles à vous. Et il y a aussi des programmes de candidats des provinces et des territoires. Donc, pour un exemple, la province de l'Ontario offre un programme de candidats des provinces qui mène vers la résidence permanente. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Brièvement, je vais toucher sur l'incidence que la COVID-19 a sur les clients d'IRCC. Et vous, en tant qu'étudiants internationaux, vous êtes un client d'IRCC. Donc, il y a un site Internet qui a été créé. Vous le voyez ici à l'écran. Donc, afin de mettre en place toutes les politiques, les changements, les mesures qui ont été mises en place. La plupart des mesures qui ont été mises en place sont des mesures facilitatrices, ce qui veut dire qu'on veut s'assurer que vous n'êtes pas pénalisé en cause de la pandémie. Donc, premièrement, ce qui concerne le permis de travail post-diplôme, donc cette page-ci s'adresse à ceux qui étaient au Canada et déjà au cours de leurs études là, dans les premiers temps de la pandémie. Donc, ça veut dire des étudiants qui seraient présentement en troisième ou en quatrième année. Comme je l'ai mentionné, habituellement, on ne doit pas prendre de pause non autorisée, mais si vos cours en personne au Canada sont passés à un format en ligne uniquement, ou que vous avez dû prendre une pause en raison de la COVID-19. Et ça, on parle des semestres d'hiver, printemps et d'été 2020, donc déjà 2 ans. Mais cela n'aura aucun impact négatif sur votre permis d'études post-diplôme. Donc, soit vous avez dû prendre une pause, ou que vos études sont passées en ligne, ou que vous avez dû étudier à temps partiel. Donc, encore une fois, aucun impact négatif sur votre permis de travail post-diplôme si c'est en raison de la pandémie. L'apprentissage en ligne, donc habituellement, l'apprentissage en ligne n'est pas comptabilisé. Par contre, il y a des exceptions qui ont été mises en place. Donc, vous pouvez compléter 100% de vos études en ligne à l'extérieur du Canada entre le printemps 2020 et le 31 août 2022. Donc, certains d'entre vous, vous êtes présentement à l'extérieur du Canada et vous êtes quand même admissible à un permis de travail post-diplôme. Donc, c'est important de noter que les études à l'extérieur du Canada après le 31 août 2022 ne seront pas prises en compte dans la détermination. Donc, ce qui veut dire que ce ne sera pas comptabilisé pour la durée de votre programme. Donc, maintenant, on va toucher à quelques concepts importants
que vous devez comprendre avant de faire une demande de résidence permanente. Et le premier, c'est la Classification nationale des professions, le CNP. En anglais, on entend l'acronyme NOC, N-O-C. Pensez à la Classification nationale des professions comme un dictionnaire de toutes les professions au Canada. Donc, mon poste, le poste de votre enseignant, le caissier au dépanneur, la coiffeuse. Donc, chaque personne a un CNP différent. Et comme on voit ici, les CNP sont classés en 5 grandes catégories. Donc, le niveau 0, A, B, C ou D. Et les postes sont classés basés sur le type d'expérience et d'éducation et les tâches qu'une personne accomplit de façon quotidienne. Donc, la raison pourquoi c'est important pour vous de connaître la CNP, c'est parce que l'expérience de travail que vous accumulez, soit présentement comme étudiant ou lorsque vous allez graduer sur votre permis de travail post-diplôme, va avoir un impact sur le type de programme d'immigration auquel vous serez ou ne serez pas admissible. Donc, on voit ici pour l'entrée express, on recherche de la CNP 0, A et B seulement. Maintenant, l'évaluation linguistique, donc c'est une autre chose auquel vous devrez faire face. Donc, toute personne qui fait une demande de résidence permanente doit se faire évaluer soit en anglais ou en français. Et on va voir que l'entrée express, c'est un système de pointage. Donc, pour les personnes qui parlent les 2 langues officielles, il y a aussi la possibilité de se faire évaluer dans les 2 langues officielles. Vous devez vous faire évaluer par un des tests qui a été approuvé par l'IRCC. Donc, vous voyez les exemples ici. Et donc, on utilise qu'est-ce qu'on appelle le niveau de compétence linguistique canadien ou en anglais, le Canadian Language Benchmark. Quelque chose à se rappeler. Premièrement, il y a des frais associés. Vous devez choisir un des tests qui est approuvé par l'IRCC et les résultats linguistiques sont valides pour une période de 2 ans seulement. Donc, c'est des choses importantes à se rappeler. L'évaluation des diplômes d'études, donc le EDE, donc ça, ce n'est pas pour tout le monde. Si votre niveau de scolarité le plus élevé a été atteint au Canada, vous n'aurez pas besoin d'obtenir une évaluation des diplômes d'études. Mais si votre niveau de scolarité le plus élevé a été atteint à l'extérieur du Canada et que vous désirez utiliser ce niveau-là pour votre demande d'entrée express, vous allez devoir obtenir l'évaluation des diplômes d'études. Donc, l'évaluation, en gros, c'est un processus par lequel un tierce parti, un organisme qui a été désigné par l'IRCC, va déterminer premièrement est-ce que votre diplôme est valide et est-ce qu'il est équivalent à un diplôme canadien. Donc, encore une fois, il y a des frais associés à ça, mais encore une fois, ce n'est pas pour tous les gens, c'est juste pour les gens qui veulent utiliser leur diplôme d'un niveau plus élevé qui a été obtenu à l'intérieur du Canada. Donc, maintenant, on va commencer le parcours vers la résidence permanente par le biais de l'entrée express. Donc, l'entrée express n'est pas vraiment un programme d'immigration, c'est un système de gestion des applications qui vous permet vraiment de faire la demande pour 4 différents programmes en même temps. C'est un système en ligne, gratuit, et ça vous permet de faire ce qu'on appelle la création d'un profil d'entrée express. Au même moment où vous créez votre profil d'entrée express, on vous suggère fortement de vous inscrire au guichet emploi. Le guichet emploi, c'est un site Internet, bien que ce n'est pas obligatoire. C'est une belle façon de vous auto-promouvoir, donc de laisser savoir aux employeurs que vous êtes sur le marché du travail et que vous êtes à la recherche d'emploi. Parce que, comme je l'ai déjà mentionné, l'entrée express est un système de pointage et on va voir plus tard dans la présentation que vous pouvez recevoir des points additionnels pour avoir une offre d'emploi. Alors, lorsque vous créez le profil, le système va déterminer, basé sur vos compétences, est-ce que vous êtes admissible à l'entrée express pour un des 4 programmes. Et basé là-dessus, le système va générer un pointage, donc une note. Et vous allez être placé dans le bassin d'entrée express. Et parmi tous les candidats, vous allez être classé selon votre note obtenue. Et à ce moment-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des invitations selon les besoins en immigration et on invite les candidats avec le score le plus élevé à faire une demande de résidence permanente. Donc, c'est seulement à ce moment-là que vous, comme candidat, vous faites une demande pour la résidence permanente. Alors, comme on voit ici, il y a 4 volets à l'entrée express, le programme des travailleurs qualifiés fédéral, le programme des travailleurs des métiers spécialisés fédéral et la catégorie de l'expérience canadienne. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a aussi le programme des candidats des provinces, donc l'Ontario, un programme de candidats des provinces. À ce moment-là, vous pouvez cliquer sur le lien
ou parler directement au gouvernement de l'Ontario pour avoir de plus amples détails. Mais aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur les 3 volets fédéraux. Donc, comme on voit ici, c'est les critères minimaux d'admissibilité pour chaque volet. Comme on peut voir, les critères sont quand même assez similaires, mais il y a quelques nuances. Si on regarde le premier, le programme des travailleurs qualifiés fédéral, on parle au moins 1 an d'expérience de travail continu au Canada ou à l'étranger. Donc, le travail au Canada est accepté, le travail à l'étranger est accepté aussi. L'évaluation linguistique, donc les tests de langue. Ici, on recherche un NCLC de 7. Études secondaires ou supérieures est le minimum. Et il y a aussi une grille que vous devez remplir. Vous devez obtenir un pointage de 67. Le programme des travailleurs des métiers spécialisés fédéral, au moins 2 ans d'expérience dans un travail dans un métier spécialisé. Les niveaux linguistiques sont un peu plus bas. Vous devez aussi satisfaire aux exigences de l'emploi établi par la CNP, ce qui veut dire que si vous avez besoin d'une certification spéciale, pour un exemple, pour un plombier, vous devez être certifié. Et l'offre d'emploi doit être au moins 1 an où vous devez avoir le certificat provincial. Et la dernière catégorie, qui est un peu la catégorie la plus populaire, si on veut, chez les étudiants qui n'ont pas d'expérience de travail. Donc, certains d'entre vous avaient déjà une expérience de travail outre-mer. Ceci est peut-être une 2e carrière. Donc, peut-être vous pouvez déjà être admissible pour le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Mais la plupart d'entre vous vont regarder la catégorie de l'expérience canadienne où on a besoin de 12 mois d'expérience de travail qualifié au Canada. Alors, c'est pour ça qu'on offre le permis de travail post-diplôme pour vous permettre d'avoir cette expérience de travail canadienne. Et là, si on regarde un peu les critères minimaux pour l'expérience de travail, donc premièrement, pour le programme des travailleurs qualifiés fédéral, on regarde de l'expérience de travail dans les niveaux 0, A et B de la CNP. Donc, encore une fois, c'est pour ça que c'est important comme candidat de comprendre la CNP. J'ai déjà mentionné que c'était 1 an de travail continu dans le cadre d'un emploi qualifié. L'expérience acquise pendant les études peut compter et le travail autonome peut compter aussi. Donc, ce qui veut dire que pendant que vous êtes étudiant, vous pouvez avoir l'équivalence à temps partiel. Donc, à 1 an de travail continu, l'équivalent à temps partiel, on parle de 15 heures semaine pendant une période de 24 mois. Donc, c'est l'équivalent. Pour le programme des travailleurs des métiers spécialisés fédéral, c'est simplement les postes de la niveau B. Donc, comme on a revu, c'est des postes plutôt spécialisés qui demandent un programme technique. Habituellement, c'est des postes qui demandent des études collégiales plutôt. On parle des métiers comme la charpente, la plomberie et ainsi de suite. Et le dernier, la catégorie de l'expérience canadienne, comme j'ai mentionné, la catégorie la plus populaire chez les étudiants. Évidemment, le travail non autorisé ne compte pas, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour vous de vous rappeler, c'est que l'expérience acquise pendant les études à temps plein ne compte pas et le travail autonome ne compte pas pour cette catégorie. Donc, c'est vraiment pour ça que vous avez le permis de travail post-diplôme afin de vous permettre d'avoir cet 1 an de travail qualifié au Canada. Maintenant, lorsque vous créez le profil d'entrée express, donc qui est la première étape, il y a des choses importantes à vous rappeler. Le profil est valide pour une période de 1 an seulement. Donc, ça veut dire si vous êtes dans le bassin de l'entrée express et qu'après 1 an, vous n'avez toujours pas reçu d'invitation, votre profil sera effacé. Vous pouvez créer un autre profil la même journée, il n'y a pas de problème. Gardez le profil à jour. Et qu'est-ce qu'on veut dire par garder le profil à jour? C'est un système de pointage. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui, vous créez le profil, mais que vous n'avez pas d'offre d'emploi, pour un exemple, et dans 6 mois, vous trouvez un employeur qui est prêt à vous supporter, vous pouvez retourner à l'intérieur de votre profil, mettre l'information à jour et vous allez recevoir des points supplémentaires. Il n'y a aucune garantie. Donc, la création d'un profil, votre nom qui est placé dans le bassin, une invitation à placer une demande ou même placer une demande de résidence permanente ne garantit en aucun temps une approbation. C'est seulement au moment où vous allez placer la demande de résidence permanente qu'un agent décisionnel va réviser cette demande et faire une détermination finale. Soyez honnête, ce qui peut sembler être évident dans la vie de tous les jours, c'est juste que lorsqu'on crée le profil, vous n'avez pas besoin de fournir des documents justificatifs. Donc, vous répondez à des questions et si on veut, les meilleures réponses que vous donnez, vous avez un meilleur pointage. Donc, c'est peut-être tentant d'étirer la vérité sur une expérience de travail, des choses de la sorte. Le problème, c'est lorsque vous êtes choisi, à ce moment-là, lorsque vous allez supporter votre demande de résidence permanente, on va vous demander de justifier tout ce qui a été
dit dans le profil. Et à ce moment-là, si on réalise que vous avez menti lors de la création du profil, non seulement on va refuser la demande, garder les frais de traitement, mais on peut aussi vous demander de quitter le pays et de vous refuser l'entrée pour une période de 5 ans. Donc, comme vous voyez, les conséquences sont extrêmement sérieuses. Alors, c'est important d'être honnête à toutes les étapes de votre processus d'immigration. Donc, comme je l'ai mentionné déjà à plusieurs reprises, le système Entrée Express est un système de pointage. Ce système est appelé le système de classement global. Comme vous voulez voir, il y a 600 points de base et 600 points supplémentaires. On verra dans la prochaine diapositive. Mais je veux vraiment attirer votre attention sur l'outil de calcul du système de classement global qui est identifié en surligné orange avec la flèche jaune. Donc, cet outil-là vous permet un peu de créer un profil pratique, si on veut. Donc, voir où est votre pointage. Et ça, vous pouvez le faire même sans avoir des résultats linguistiques. Donc, vous n'avez pas besoin de débourser l'argent. Vous pouvez faire un petit test gratuit sur le site d'IRCC pour voir à peu près quel est votre résultat linguistique. Et à ce moment-là, créer le profil et voir quel est votre pointage. Parce que lorsqu'on fait les rondes d'invitation, on identifie toujours le pointage du candidat avec le score le plus bas. Donc, pour un exemple, si dans les dernières rondes, le score était environ 450 et que vous faites l'outil du calcul et que votre score est déjà à 550, peut-être c'est le bon moment pour vous de faire une demande de résidence permanente sous l'entrée express. Mais à l'opposé, si votre score est seulement à 325, peut-être ce n'est pas le bon moment pour vous. C'est là que vous pouvez vraiment vérifier la section des points supplémentaires pour savoir de quelle façon vous pouvez améliorer vos chances. Parce que l'entrée express, vous êtes vraiment dans le siège du conducteur, vous pouvez avoir une influence positive sur vos chances de recevoir cette invitation. Donc, on voit ici, c'est la façon dont les points sont alloués. Je ne veux pas passer trop de temps sur chaque catégorie parce que le système va le déterminer pour vous. En bleu, on voit ici, c'est le facteur de base du capital humain. Donc, vous avez plus ou moins de contrôle sur cette section, si on veut. En vert, on parle de transférabilité des compétences. Donc, on parle de l'expérience à l'étranger, des études ici au Canada ou ainsi de suite. Mais la section en jaune est vraiment là où vous, comme candidat, vous pouvez avoir une expérience ou un impact positif sur votre demande. Comme qu'on voit ici, des études au Canada. Donc, simple fait d'avoir complété des études au Canada vous donne jusqu'à 30 points supplémentaires. L'offre d'emploi valide jusqu'à 200 points supplémentaires si vous pouvez avoir un employeur qui vous supporte. J'ai parlé plutôt du candidat des provinces de l'Ontario. Si la province de l'Ontario vous supporte, ça vous donne 600 points supplémentaires. Et pour vous, donc étudier en français, donc vous avez une certaine maîtrise du français, il y a des points additionnels pour la maîtrise du français, ce qui est vraiment intéressant. On parle de 50 points supplémentaires. Donc, en gros, lorsque vous faites votre évaluation linguistique, si vous recevez une note de NCLC de 7 ou plus pour les 4 compétences, vous recevez automatiquement 25 points supplémentaires. Si vous avez aussi des compétences en anglais et que vous désirez vous faire évaluer en français et en anglais, et que pour le français, vous recevez un NCLC de 7 et en anglais un CLB de 5, cela va vous donner 50 points supplémentaires. Donc, c'est un excellent avantage là, pour les francophones au niveau de l'augmentation des chances de recevoir cette invitation à placer une demande. Donc, lorsque vous allez recevoir cette fameuse invitation à placer une demande, vous allez avoir 60 jours pour placer cette demande de résidence permanente, ce qui peut paraître comme énormément de temps. Ceci étant dit, le 60 jours va passer extrêmement rapidement. Il y a beaucoup de documents que vous devez fournir lorsque vous placez une demande de résidence permanente. Puis, maintenant, en temps de pandémie, là, même si la pandémie s'approche un peu à la fin où il y a des réouvertures tranquillement, certains processus sont quand même plus lents. Donc, on parle de l'obtention de certificat de police. Dans certains cas, vous allez devoir obtenir un certificat de police pour tout pays dans lequel vous avez habité pour 6 mois ou plus consécutifs depuis l'âge de 18 ans ou dans les 10 dernières années. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être plusieurs pays. Et selon le pays, ça peut aussi prendre des délais additionnels. Si vous avez des documents qui sont dans une autre langue que l'anglais ou le français, vous allez devoir les faire traduire, encore une fois, ce qui peut causer des délais additionnels. Donc, c'est important vraiment de débuter le processus. Aussitôt que vous créez votre profil, vous allez avoir la liste des documents que vous devez fournir, une liste de contrôle personnalisé. Et à ce moment-là, débuter les procédures le plus rapidement possible.
Donc, en ce qui concerne les frais, donc, il y a des frais, bien entendu, pour faire des demandes de résidence permanente. Donc, les frais de demande sont des frais non remboursables. Les frais relatifs aux droits de résidence permanente sont des frais remboursables si jamais votre demande est retirée ou si celle-ci est refusée. Donc, les preuves de fonds, on voit ici les différences là, selon la composition de votre famille. Juste pour clarifier que les preuves de fonds n'est pas de l'argent que vous devez nous donner, mais bel et bien de l'argent que vous devez démontrer que vous avez de disponible afin de subvenir à vos besoins et aux besoins de votre famille aussi au Canada. La bonne nouvelle, si vous avez une offre d'emploi valide au Canada, les fonds ne seront pas exigés. Donc, ce qui veut dire que vous allez être en mesure de faire une demande sans cette preuve de fonds parce qu'on sait que vous êtes déjà ici au Canada et que vous avez un emploi assuré. Alors, je vais juste laisser savoir que si, suite à la présentation d'aujourd'hui ou même plus tard, lorsque vous allez regarder vos options, si vous réalisez que vous n'êtes pas admissible au programme d'entrée express, il y a d'autres voies qui mènent à la résidence permanente. Donc, ce n'est pas la fin de votre parcours au Canada. Il y a toujours l'option d'acquérir plus d'expérience de travail avec un autre permis de travail. Il y a des programmes fédéraux d'immigration, comme des programmes pour les entrepreneurs, pour un exemple. Et aussi, bien entendu, chaque province offre des programmes des candidats des provinces. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas mentionné les délais de traitement. Donc, présentement, nos délais de traitement ne sont pas affichés, bien entendu, à cause de la pandémie en grand lieu, mais aussi présentement à cause de la situation en Afghanistan qui demande énormément de ressources. Donc, les délais de traitement peuvent être un peu plus longs que prévu. Donc, tout simplement, vous assurer d'être connaissant de ça là, lorsque vous faites votre demande d'immigration. Et bien entendu, donc, si vous n'avez pas été en mesure de trouver l'information dans la présentation d'aujourd'hui, que ce soit dans les hyperliens que je vous ai fournis, il y a toujours le site Internet d'IRCC. Il y a notre centre de soutien à la clientèle aussi, notre centre d'appel. Et si jamais vous avez des formulaires envoyés ou peut-être un cas un peu plus complexe, vous pouvez utiliser le formulaire web d'IRCC qui va vous permettre à ce moment-là d'écrire votre cas là, sur papier. Bien entendu, on est présent sur les médias sociaux, sur notre post YouTube aussi. On a énormément de vidéos là, qui montrent les processus, les différents programmes et ainsi de suite. Donc, je vous invite à y visiter. Et là, par la suite, lorsque je partagerai la présentation avec vous tous, vous aurez plusieurs autres hyperliens à savoir pour le voyage au Canada. Est-ce que la quarantaine s'applique toujours? Qu'est-ce qui se passe à la frontière? Donc, avec l'été qui approche, certains d'entre vous voudront voyager. Donc, c'est important de connaître exactement quelles sont les restrictions à ce niveau-là. Donc, ceci conclut la présentation d'aujourd'hui.